Bonsoir, soyez les bienvenus comme tous les mardis soirs 20h, 21h, c'est iWeek sur Watch TV, on est en direct, grosse journée en ce 28 avril, alors ça ne concerne pas l'actu Apple directement mais l'actu de la téléphonie mobile puisque je sors comme pas mal de mes confrères de la conférence pour l'annonce du LG G4, ce sera l'un des sujets de cette émission. On s'intéresse dans iWeek à l'écosystème Apple, on s'intéresse aussi évidemment à la concurrence et tout à l'heure on fera le point sur ce nouveau smartphone qui va venir concurrencer l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, le Galaxy S6 de Samsung, le HTC One M9 et tous ces smartphones haut de gamme. On en parlera tout à l'heure avec Stéphane Curtelin, le directeur du marketing de LG France que j'ai rencontré il y a quelques instants dans le centre de Paris. Je vais vous présenter mes amis de ce soir, mes copains pour cet iWeek et je suis très heureux de vous retrouver les amis, merci d'être au rendez-vous. Je vais commencer par on va aller prendre dans l'ordre. En haut à gauche, je vous présente, si vous ne le connaissez pas, le célèbre Eddy Magnette. Salut Eddy, comment ça va? Oui, salut Benjamin, ça va bien. Je pense que ma célébrité ne dépasse pas encore le nord de la France, mais on va faire en sorte que ma célébrité grandisse de semaine en semaine. Et tu sais, oui, déjà, commencer par le nord de la France, c'est déjà une très bonne base. Hein. Oui, c'est une bonne base. Bon, écoute, ça me fait plaisir d'être là pour une heure et ça va être encore une émission bien sympathique, je crois. Absolument, et on est très heureux de te retrouver. Tu avais disparu, tu nous avais fait faux bond pendant pas mal de semaines, et tu es de retour, et c'est pour notre plus grand plaisir, donc merci beaucoup. Plaisir partagé. Alors, vous êtes tous un petit peu des homonymes, parce qu'on a Eddy, Teddy, Ellie, donc je suis très heureux de retrouver aussi Teddy. Tu étais là la semaine dernière et on est très heureux à nouveau de t'accueillir dans iWeek. Teddy, salut. Salut Benjamin, très très heureux également d'être là avec vous ce soir pour une nouvelle émission et tiens, pour nous porter un petit peu bonheur, je vais même amener un petit peu de muguet comme ça parce que c'est sympa. Alors, voilà. T'es un petit peu en avance, mais c'est... Oui, un petit peu, mais bon. Le muguet est en avance, ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà, exactement. Et il nous accompagnera donc ce soir. On espère qu'il nous portera chance. Comme vous l'avez vu, vous avez aperçu une Apple Watch, c'est celle d'Ellie. Salut Ellie. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. C'est toi qui nous as mis en place ce dispositif absolument formidable que le monde entier nous envie. Oui, on va essayer de faire une petite démo en live de quelques secondes pour ne pas ennuyer les gens, avec des moyens un peu, on a bricolé un peu, donc pour que la montre ne bouge pas et qu'on puisse en même temps la manipuler sans avoir la main trop devant. Tiens, allume-la déjà qu'on voit quelque chose de... Voilà, Et on peut l'allumer, normalement, elle marche. Ah, voilà. Alors déjà, pourquoi elle est au mois de mars ? Non, mardi 28. Ah, pardon, j'ai cru que c'était 28 mars. Alors déjà, ça commence bien. Bon, déjà, donc mardi 28 avril. En fait, il y a un certain nombre de choses qu'on peut paramétrer. Donc, on pourra changer les écrans, on verra un certain nombre d'applis. Il commence à y avoir vraiment pas mal d'applis. Moi, j'en ai compté plus de 500 dans la liste que j'ai moi dans l'App Store. Et on verra qu'on va en fait beaucoup plus loin si on regarde les stores des autres pays. En tout cas, c'est ce qu'a dit Tim Cook et ça a été confirmé apparemment. Il y a pas mal d'applis déjà disponibles. Bon, écoute, 3500, je crois. Ouais. On va en parler. On va évidemment parler de toute l'actu autour de l'Apple Watch et du lancement qui a eu lieu vendredi dernier, un lancement commercial effectif. Et on va y revenir. On va revenir sur le malaise dans les Apple Store. On va revenir sur ce qui s'est passé chez Colette, sur ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont pas encore reçu, ceux qui l'ont déjà abîmé, ceux qui l'ont déjà mis à jour, ceux qui ont installé des applis. Enfin bon, voilà. En gros, tout ça concerne Ellie qui est avec nous et qui va pouvoir nous parler de son expérience avec
Avec l'Apple Watch. On va donc revenir tout à l'heure aussi donc, sur l'actualité de la téléphonie et donc sur l'annonce et l'officialisation de ce LG G4. Et puis on va se retrouver dans un instant pour les nouvelles les plus récentes finalement, parce qu'elles concernent les résultats trimestriels d'Apple qui ont été annoncés hier soir. C'est dans un instant dans iWeek. Et n'oubliez pas, pour participer, vous avez le hashtag iWeekTV sur Twitter pour nous envoyer vos messages, vos réactions, vos questions. On est à l'écoute et on est en direct, donc profitez-en. À tout de suite. Voilà les résultats trimestriels d'Apple. C'était donc hier soir en milieu de soirée pour nous en Europe, juste après la fermeture de Wall Street comme à l'habitude. Et c'est encore un nouveau trimestre record. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris finalement dans les chiffres qui sont tombés hier soir? Qui veut commencer? Je dirais la progression en Chine, même si on s'y attendait, mais elle atteint des proportions qui est vraiment considérable. Faut savoir que le marché chinois, à lui seul maintenant, compte plus dans les résultats d'Apple que le marché européen. Et que le marché américain. Et voilà, même que le marché américain. Pour la première fois, ouais. Et là, pour le coup, c'est quand même, en termes de volume, c'est énorme. Donc, et c'est ce qui explique que quarter après quarter, il continue à progresser quand le reste du marché, lui, est plutôt atone en ce moment dans le monde des smartphones. Ça se calme un peu. Hein. Il y a maintenant, à part vraiment en Chine où ça progresse, et comme Apple est très fort en Chine, ça se ressent dans les résultats. Ouais. Qui parmi vous a les chiffres clés sous la main à nous donner? Vous les avez peut-être mis de côté? Je l'ai vu, mais... Alors, les ventes sont pas des ventes records, mais par exemple, prenons ce trimestre-là, c'est des ventes records. C'est moins que le trimestre précédent, mais c'est normal parce que c'est le trimestre de Noël. Mais pour un premier trimestre calendaire, on va dire, ouais. Voilà, calendaire, parce qu'en fait, c'est pas vraiment le cas au niveau fiscal, mais pour le premier trimestre calendaire, c'est la plus grosse vente d'iPhone. Je vais te dire le chiffre exact si je retrouve. C'est 61,2 millions d'iPhone, ce qui est 40% de plus que l'an dernier. Ça représente 69% maintenant des ventes Apple, c'est l'iPhone. Voilà, alors on a les chiffres, hein, c'est cet encadré-ci, donc le résumé par produit. Donc 61 millions, plus de 61 millions d'iPhone, 12 millions d'iPad. Alors c'est un chiffre qu'on peut comparer au même trimestre d'il y a un an. On était à 21 millions, donc 21 millions il y a un an, 12 millions là ce trimestre. Et par rapport au trimestre précédent qui était effectivement le trimestre de Noël, on était à plus de 16 millions d'iPad. On est donc à 12 millions. Donc l'iPad est en repli très net. De 29% en principe. Hein. Et puis les chiffres plus remarquables que... Pardon, je me permets. Je t'en prie, vas-y. Il y a une courbe qui s'est inversée dans ces résultats pour la première fois depuis très longtemps. C'est que le chiffre d'affaires du Mac dépasse celui de l'iPad. Et voilà, ce qui n'était pas le cas depuis le lancement de l'iPad, depuis 2012 je crois, le chiffre d'affaires de l'iPad était passé devant le chiffre d'affaires du Mac. Et ben là, la courbe s'est inversée, le Mac repasse devant en termes de chiffre d'affaires. Alors justement, les ventes de Mac, on le voit, on est à plus de 4,5 millions d'unités, donc c'est davantage que le même trimestre d'il y a un an. Alors c'est un petit peu moins qu'au trimestre précédent, mais qui est toujours un trimestre particulier, puisque effectivement c'est le trimestre qui inclut Noël et les fêtes de fin d'année. Mais ça reste un très très bon trimestre pour le Mac, Ellie. Oui, absolument. Normalement, c'est un trimestre faible traditionnellement pour les revendeurs européens. Et là, je pense que la Chine doit pas mal aider parce qu'effectivement, ils arrivent à des résultats qui sont assez remarquables. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la stratégie d'Apple maintenant que le marché chinois soit son premier marché finalement? On le voit sur certains trucs, comme on dit souvent, quand Apple veut, Apple peut. Donc ils ont besoin effectivement d'avoir des gros chiffres en Chine puisque c'est un marché en explosion. Donc ils ont besoin d'avoir un énorme réseau de distribution en Chine. Il se trouve qu'ils n'ont pas assez de boutiques, même si celles qui existent sont très très belles. Et c'est les plus récentes en plus. C'est que par exemple les APR chinois, on en a parlé, il y avait des photos, peuvent vendre tous les produits, y compris l'Apple Watch, et en plus ils ont du stock
Donc, on a eu un reportage aujourd'hui de quelqu'un qui est allé dans un APR à Canton et qui est reparti avec son Apple Watch. Ouais. Alors, APR, on va rappeler que les APR, ce sont les Apple Premium Resellers. Tu es l'un de ces APR, Elie, puisque tu as 2 magasins à Cannes et à Nice. Je suis le représentant des APR français. Absolument. Et bon, la situation des APR en France et en Chine n'est pas vraiment identique de ce point de vue-là. Absolument. Pour l'instant, nous, on n'a pas l'Apple Watch. Mais ceci dit, on discute avec Apple, donc on est dans une position beaucoup moins agressive qu'on ne l'était au sujet de l'iPhone où ils nous disaient non, vous ne l'aurez pas. Là, ils nous répondent très gentiment à nos messages en disant mais écoutez, vous voyez bien que nos boutiques, les Apple Store ne vendent pas encore la montre, donc faites-nous confiance, ça va se dérouler par étapes. Aujourd'hui, c'est 100% en ligne, même si on a des centres de démonstration. Vous-même, vous n'accepteriez pas de faire que de la démonstration et ne pas pouvoir prendre des commandes, bon, ce qui est la vérité, soyons honnêtes. Et ils nous disent quand ça va se débloquer, quand les boutiques pourront vendre la montre, on parlera de la distribution pour les APR. C'est pas exclu, on y travaille. Et donc, bon, comme on est optimiste, on va tabler. Allez, si on l'avait en septembre, ça serait vraiment bien. Avant les ventes de Noël, ça serait génial. Ouais. Mais ça veut dire que le discours d'Apple par rapport à l'Apple Watch a déjà pas mal évolué là, depuis 8 ou 15 jours. Oui, parce qu'ils nous donnent quelques billes. Ils nous promettent rien, ils nous donnent aucune date, mais déjà c'est pas un non absolu. C'est un gros progrès. Ouais, c'est un gros progrès. Ces chiffres records et la Chine qui passe comme ça en première position, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour vous, Teddy ou Eddie, dans la stratégie d'Apple, est-ce que ça peut l'amener à faire évoluer différemment certains de ses produits ou à réorienter une partie de sa stratégie, à votre avis? Alors, en ce qui me concerne, je pense qu'on l'a vu par exemple avec les iPhones à grand écran. Apple a quand même à cœur d'aller draguer le marché asiatique, mais qui est quand même friand de téléphones à grand écran. On l'a vu aussi avec l'iPhone couleur or, maintenant donc décliné avec un MacBook couleur or et l'iPad couleur or. C'est aussi donc des modèles qui sont très prisés sur le marché asiatique, et on sent aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec les visites que Tim Cook a fait aussi ces dernières années en Chine, que la Chine est un vrai marché et il y a une vraie potentialité en plus en Chine, et donc c'est aujourd'hui le vrai marché phare vers lequel Apple regarde. Et donc il y a fort à parier que les produits iront dans le sens d'un ajustement pour coller au mieux au marché asiatique et surtout au marché chinois. Ouais. Est-ce que les coloris maintenant, ce triptyque de coloris qui s'étend maintenant au MacBook, est-ce que pour vous c'est par exemple c'est une des répercussions de la place croissante que prend le marché asiatique dans les ventes d'Apple? On sait que les Asiatiques sont très friands notamment de la couleur or, ou champagne, comme on veut. Ça explique peut-être le commentaire d'Angela Arendt qui expliquait que sur les MacBooks, les 2 couleurs qui se vendent de très loin le mieux, c'est or et Space Gray, donc gris sidéral, alors que le traditionnel argent qui ressemble à la couleur alu qu'on connaît se vend nettement moins. Et on se demande d'ailleurs si tous ces MacBooks qui se vendent apparemment comme des petits pains, ils se vendent pas en Chine, puisqu'en Europe personne n'en a. Donc nous on n'en a pas, les Apple Store n'en ont pas, même pas en démo. Donc il faut bien qu'ils se vendent quelque part ces produits. Donc je me demande si la Chine justement n'est pas un marché de test pour Apple, même pour cette gamme-là. Est-ce que tu as une explication un peu officielle d'Apple sur l'absence ou les très faibles quantités de MacBook? Non, il paraît que ça se vend beaucoup et qu'ils n'arrivent pas à produire assez. Donc ils diront jamais qu'il y a des difficultés de production si c'était le cas. Donc on n'a pas vraiment d'explication et on espère avoir nos unités de démo cette semaine pour la première fois, mais aucune unité de stock pour vendre pour nos clients. On en est à des procédures d'urgence, c'est-à-dire que Apple nous dit si vous avez des MacBooks que vous avez vendus et que vos clients vous ont payé, donnez-nous la liste et on va essayer de vous les envoyer en priorité. C'est-à-dire que c'est pas du tout pour faire du stock. Ils veulent bien nous envoyer les machines que les clients ont déjà payées. C'est la première fois que ça arrive. Ah oui. Et ça concerne, par exemple, toi, tu as pris donc des réservations ou des précommandes, Bien sûr. Et celles-ci, Apple veut bien les honorer. Et
passer dans la boutique et qui voudraient repartir avec, peu de chance aujourd'hui que. Mais ça va s'arranger. Mais en tout cas, pour l'instant, dans les jours qui viennent, non. Ouais, on se posait pas mal de questions au moment de l'annonce de ce nouveau MacBook 12 pouces. Je vous rappelle qu'il y a donc comme caractéristique notamment de n'avoir qu'un seul port, qu'un seul connecteur et d'un nouveau type puisque c'est de l'USB-C. Est-ce que ça a pas freiné les clients la demande des rendez-vous? On ne peut pas dire qu'on ait beaucoup de demandes parce que les gens ne l'ont pas vu. D'accord. Donc il y a beaucoup de curiosité, les gens veulent voir à quoi il ressemble. Et puis aussi, je pense que ce qui va nous aider, c'est si Apple nous livre en même temps tous les accessoires qui vont avec et qu'on a commandé, c'est-à-dire l'adaptateur qui permet d'avoir un port USB, l'adaptateur qui permet de connecter un téléviseur. Et bizarrement, dans la liste des accessoires Apple, rien prévu pour se connecter à Ethernet. Donc, il va falloir s'appuyer sur des partenaires Apple parce qu'ils n'ont pas prévu, comme c'était le cas par contre dans les Retina et dans les Air, un adaptateur USB-C vers Ethernet, ce qui est étonnant. En tout cas, il n'est pas encore là. Il n'est pas au catalogue. Ouais. En tout cas. Ça va arriver, forcément. Espérons, parce que c'est une des meilleures ventes traditionnellement. Les gens veulent pouvoir se connecter en Ethernet parce que des fois c'est plus rapide, parce que des fois dans certains hôtels il n'y a pas de Wi-Fi, donc il faut bien que les gens puissent se connecter. Bien sûr. Eddie, vous n'avez pas eu l'occasion de l'avoir en main encore ce MacBook? Non, pas encore, non. Non. Bon. Nous, on devrait l'avoir demain, donc je pourrais vous en parler en détail la semaine prochaine, mais voilà. Je crois que c'était jour férié en Hollande et comme le matériel de prêt d'Apple arrive des Pays-Bas, voilà. Il aurait dû arriver à temps et on l'a raté pour ce soir. C'est pas très grave. On fera. Quoi qu'il arrivera demain parce que jeudi c'est en France que c'est férié. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Si c'est pas demain, oui, ça reporte ça à vendredi, quoi. Je crois que c'est prévu pour demain. C'est plutôt vendredi qui est en France, sauf qu'on anticipait le 1er mai. Oui, c'est vrai d'ailleurs, tu as raison. C'est vendredi. Tu as raison, c'est vendredi le 1er mai. Ah oui, c'est vendredi, pardon. C'est vrai. Du coup, c'est vrai que ça fait un joli pont. Donc voilà, voilà ce qu'on pouvait dire grosso modo sur les résultats d'Apple qui sont trimestre après trimestre, on bat de nouveaux records. Et puis les prévisions pour le prochain. C'est de voir à quel point ils réussissent bien et à quel point ils partagent peu avec leurs partenaires. Mais leurs actionnaires doivent être heureux. Oui, on n'a pas dit, ça on l'a pas précisé, mais il y a à nouveau un gros chèque pour les actionnaires qui a été annoncé aussi. Ouais, c'est la nouvelle politique d'Apple de redistribuer. Steve Jobs distribuait pas beaucoup, il réinvestissait tout. Tim Cook a décidé d'une fois pour toutes qu'il fallait récompenser les actionnaires, sous la pression aussi du conseil d'administration qui voulait ça. Bien sûr. Bon voilà ce qu'on pouvait dire sur ces chiffres trimestriels d'Apple. On se retrouve dans un instant. Évidemment, on va parler de l'Apple Watch, mais on va faire une petite parenthèse avant de revenir en longueur et jusqu'à la fin de l'émission sur l'arrivée effective de l'Apple Watch, puisque dans un instant, on va s'intéresser à la concurrence, il faut le dire. On va s'intéresser au nouveau smartphone de LG, le G4. À tout de suite. Voilà, le LG G4, c'est donc le nouveau smartphone haut de gamme de LG qui a été dévoilé il y a moins de 3 heures, puisque le début de la conférence était prévu à 17h heure française, conférence simultanée dans 3 villes, si je ne me trompe pas, Paris, Londres et New York, avant demain le même jeu de conférence en Asie, notamment à Singapour et à Istanbul. Alors plutôt que de vous faire un grand discours, et on n'y passera pas 1 heure, mais c'est important aussi au titre de l'ouverture d'esprit et de la concurrence, de voir ce qui se passe chez les autres fabricants qu'Apple. Je vous propose de se téléporter place des Vosges à Paris. C'est là qu'avait lieu l'événement d'LG et on va se retrouver en compagnie de Stéphane Curtelin, le directeur du marketing d'LG France. Alors c'est étonnant, parce que vous allez voir, je lui ai posé ma première question, je lui ai demandé quelle était pour lui la caractéristique principale de ce LG G4, de ce nouveau smartphone. Je m'attendais à ce qu'il mette en avant une caractéristique technique, et vous allez voir, c'est pas du tout la réponse qu'il m'a faite. On retrouve Stéphane Curtelin. Alors je pense que ça va se voir assez rapidement quand on rentre dans les boutiques de téléphonie. Aujourd'hui, il y a quand même une certaine uniformité. Il y a eu des belles innovations, mais on est quand même dans un concours de beauté un peu froide. C'est-à-dire que les silhouettes sont assez uniformes, du verre, du métal, c'est des silhouettes assez fines, pourquoi pas, mais on s'est posé la question différemment et voilà, on lui a donné une touche différente en voulant donner une touche plus chaleureuse, d'humanité supplémentaire avec le choix du cuir.
Le choix du cuir, c'est un matériau noble qui nous a paru particulièrement agréable à travailler et à proposer à nos consommateurs. Voilà, il y a un petit côté luxe et puis un côté en même temps pratique. Voilà, une silhouette qui va se distinguer. Alors je ne fais pas un dessin, mais Apple vient de lancer l'Apple Watch, est en train de se positionner dans l'univers du luxe. Et à ma première question sur la caractéristique principale du G4, vous me parlez finalement de l'étui en cuir et pas d'une fonction technique. Ça veut dire que vous êtes aussi dans une logique quand même de montée en gamme globalement chez LG? Alors c'est une logique de montée en gamme, mais pas au niveau du prix, parce qu'il va se retrouver à peu près au même niveau du prix que son prédécesseur lors de son lancement. C'est-à-dire, pour être précis? Autour des 700 €. Ça c'est avec l'étui en cuir? C'est avec la finition cuir, la coque en cuir, exactement. Et en plus, cuir véritable? Cuir véritable, pleine fleur. Végétal? Voilà, exactement, à base de tannage végétal, vous avez bien retenu. Donc voilà, il y a un vrai travail. Alors, il n'y a pas que ça, à l'intérieur, c'est un vrai bijou technologique. Je prends un exemple. On a désormais pour la photographie la possibilité avec la touche arrière de déclencher très rapidement son appareil en 0,6 secondes. C'est vachement pratique quand on veut prendre une photo. Même quand on fait autre chose? Oui, même quand il est en mode veille, par exemple, quand l'écran est éteint, on appuie 2 fois sur la touche arrière, on déclenche son appareil. On a travaillé l'ouverture focale, c'est un peu technique, mais c'est ce qui permet de capter plus de lumière. Et voilà, là on a un record à 1.8. Les annonces récentes les annonces récentes partent de 1.9. Plus le chiffre est bas, plus c'est performant. Et en basse lumière, c'est génial. Alors en termes de concurrence, il y a évidemment le S6 de Samsung qui a été lancé là, il y a quelques jours. L'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus sont déjà sur le marché depuis 6 mois. Voilà. Quels sont les atouts d'LG et quel est votre objectif avec ce G4? C'est de se distinguer. C'est pour ça qu'on a volontairement, on est sorti des codes de la beauté froide pour aller vers quelque chose de plus chaleureux, qui se ressent lors de chaque prise en main. Alors on est même allé un petit peu plus loin, il a une légère inclinaison, c'est-à-dire qu'il est légèrement courbé. Ça se ressent quand on le prend en main. C'est plus pareil, c'est pas pareil qu'un téléphone ultra fin, plat et en métal froid. On va rappeler que vous venez de sortir le G Flex 2 qui lui est très incurvé. Voilà, donc là il est un cran moins incurvé, mais ça se ressent, c'est pratique, ça tient bien dans la main. Mais en plus de cela, c'est très agréable, ça a une touche de luxe. Merci Stéphane. Je vous en prie. Et même dans iWeek, on se souhaite bonne chance au LG G4. Merci, à bientôt. Voilà, Stéphane Curtelin, directeur du marketing de LG France. Non, honnêtement, techniquement, c'est un smartphone plutôt séduisant. Ils ont énormément travaillé sur la partie photo et vidéo, puisqu'on a un capteur qui ouvre à 1.8. Hein, pour ceux qui font de la photo, on entre dans les ouvertures des 50 mm, donc des objectifs les plus lumineux. 1.8 sur un smartphone, effectivement, c'est du jamais vu. Je crois que le record jusqu'à maintenant était à 1.9. Et puis voilà, il y a plein de fonctions qui sont séduisantes. Maintenant, ça reste un smartphone sous Android et ceux qui en ont déjà fait l'expérience, vous diront que c'est sans doute son principal défaut. Mais je laisserai mes camarades de Andromag, lundi, Samy Toupet, Marie Siolfi, vous en dire plus sur ce LG G4. Sans doute d'ailleurs avec la présence en direct de Stéphane Curtelin, le patron du marketing de LG France, qui pourra aussi répondre à vos questions si vous en avez sur ce nouveau smartphone. On suit évidemment l'iPhone 6 depuis 6 mois, mais il y a quand même une concurrence qui est assez dynamique en face. De toute façon, le G3, donc son prédécesseur, a été reconnu comme étant, de l'avis de tous, sans doute le smartphone sous Android le plus réussi en 2014. Donc forcément, là, le G4 était attendu. Le G3 a même été récompensé pour ça à Barcelone. Moi, je trouve que c'est un très beau smartphone. LG fait du bon boulot depuis 2-3 ans. Ils sont vraiment revenus. De loin, Ils s'étaient effondrés dans le monde de la téléphonie. Ils sont vraiment revenus avec grâce au Nexus, en fait, quand Google leur a confié la fabrication du Nexus 4, si je me souviens bien, c'est vrai que ça les a bien relancés et maintenant ils ont une gamme qui est superbe et qui est très cohérente. Et puis ça va en termes de tarifs. Moi j'avais une petite crainte parce qu'il y avait des rumeurs ces derniers jours qui laissaient dire que ce G4 pourrait être proposé à un prix supérieur au Galaxy S6 et à l'iPhone 6. Et là, il se tirait une balle dans le pied s'il l'avait fait. Et au final, non, ils sont restés dans les tarifs qui sont les leurs. Donc
Le G3 s'étant bien vendu, ils sont restés dans la continuité et je pense que ça devrait bien se passer aussi pour le G4. Je m'inquiète pas trop pour eux. Ouais, donc en termes de tarifs, c'est 649 € pour la version de base avec un étui standard et 699 avec l'étui en cuir et un deuxième étui dans la boîte. Donc voilà, ils sont sous la barre des 700 €. Ouais. C'est les prix de chez LG déjà l'an dernier du G3 et l'avantage aussi avec LG par rapport à Apple, c'est que au fur et à mesure que l'année avance, le prix baisse, quoi. C'est vrai. Voilà. Et parfois très vite. Et puis la bonne idée de l'étui en cuir, c'est surtout que on le voit par exemple quand on a un iPhone, c'est de lui rajouter donc cette housse en cuir pour le protéger. Et là justement, je trouve que c'est intelligent finalement d'avoir incorporé, on va dire, l'étui au téléphone. Il est beau en plus, hein. Ouais, et en plus, il est beau. Ouais. Alors ouais, c'est un vrai cuir de maroquinier. Hein. C'est pas du synthétique, c'est vraiment de la comment on dit, de la fleur, du cuir pleine fleur. Enfin voilà. Fleur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment de la peau. 12 jours de travail, de tannage, etc. avant d'arriver au produit fini. Il y aura 3 premiers coloris en France, je crois. Ils appellent ça camel, donc c'est une couleur sable, bordeaux et noir. Et puis il y a un bleu ciel, il y a du jaune. Enfin voilà, c'est vrai que c'est assez joli. Maintenant, moi, ce qui m'a étonné quand même dans le discours, c'est, vous l'avez entendu, hein, je pose la question au patron du marketing de LG, la caractéristique, la killer feature comme on dit en anglais, et il me parle de l'étui en cuir. Alors c'est quand même étonnant. Est-ce qu'il n'y a pas non plus la volonté d'aller chercher des nouveaux clients, c'est-à-dire non plus des personnes qui sont des fans de produits technologiques, mais aussi des personnes, et on le voit aussi avec Apple et l'Apple Watch, hein, des personnes qui aiment les beaux objets, les beaux produits. Et c'est vrai que les objets en métal, c'est joli, mais ça peut être... c'est peut-être trop connoté technologie, alors qu'un objet en cuir aura plus ce côté luxueux qui va plaire à une nouvelle clientèle. Et là, je pense qu'il y a certaines marques qui sont à la recherche d'une nouvelle clientèle. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit arriver ce genre de produit. À mon avis, ce serait pas étonnant d'en voir arriver à l'avenir encore un peu plus, avec justement des particularités sur l'esthétique et non plus sur les qualités techniques intrinsèques du produit. Ce dos en cuir, c'est un peu aussi leur élément de différenciation, parce que globalement, que ce soit le HTC One M9, le Galaxy S6, enfin techniquement, ils se valent tous à peu près, ils utilisent plus ou moins les mêmes composants, enfin pas tout à fait, mais je veux dire, c'est vraiment devenu difficile de se démarquer. Un smartphone, c'est un smartphone, donc après, voilà, l'apport de ce dos en cuir, forcément, ça tranche un peu avec ce qu'on a l'habitude de voir, le métal, le verre, et puis comme on a dit, c'est plutôt réussi en plus, donc bien joué. Et ça lui donne une vraie identité en plus, du coup, il est maintenant très repérable. Ouais, et c'est bien joué pour LG, hein, en termes de communication aussi, c'est pas mal. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il a effectivement communiqué sur cette qualité, en fait. Mais apparemment, c'était vraiment le mot d'ordre était vraiment de mettre en avant d'abord cette carapace de cuir, voilà, qui éloigne quand même LG de son vrai métier, hein, mais voilà, on est quand même dans une tendance aussi, j'ai l'impression, qui fait tout de suite penser à l'évolution d'Apple, puisque on voit bien des produits Apple au Galeries Lafayette et chez Colette. Alors. Voilà, absolument. Bon, ça reste quand même de très beaux produits technologiques purs. Bon, comme promis, on va quitter l'actu LG, mais c'était important puisque c'était l'actu du jour de s'arrêter quelques instants sur cette annonce du G4 pour en venir à ce qui nous a occupé évidemment vendredi dernier, à savoir l'arrivée de l'Apple Watch. Alors, qui parmi nous en a une désormais? on sait pourquoi Edith, tu n'as pas eu la tienne tout de suite. J'ai reçu un mail justement hier soir de chez Apple pour me dire que la mienne arriverait dans 4 à 6 semaines. Alors autant dire que à mon échelle, ça représente 5 à 6 années. Ça va être très long, très très long. T'as le temps de faire une déprime et de te soigner entre-temps. Ouais. Exactement. Je ne sais pas si je vais réussir à tenir. Alors bien entendu, je vais essayer de continuer à passer de temps en temps par l'Apple Store, voir si ils en reçoivent pas quelques-unes. Mais sinon, ce sera 4 à 6 semaines. Donc, bon, on va... Sinon, il y a Colette ou alors un voyage à Canton. Voilà. Autre solution. On va rappeler que tu as commandé l'Apple Watch vendredi à quoi, 9h20 ?
Oui, c'est à peu près ça. Oui, j'ai dû mettre 25 minutes, 30 minutes maximum pour la commander. Et c'était Alors, il faut savoir que j'ai commandé le modèle a priori qui s'est le plus vendu. Ah, voilà. Donc, c'est l'Apple Watch Sport en gris sidéral. Ouais. Donc, a priori, c'est celle qui a été la plus vendue. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que assez rapidement, le délai est passé au mois de juin, mais bon voilà, je vais m'armer d'un peu de patience et je pense que je vais bien finir par la recevoir un jour cette Apple Watch. Bon alors pour te faire saliver, hein, c'est pas sadique, hein, c'est juste pour le plaisir. On va quand même en parler. D'abord, avant de vraiment s'intéresser à la montre, ce qui s'est passé vendredi, c'est-à-dire la confirmation qu'il y en avait effectivement dans 6 boutiques à travers le monde, 6 magasins bien choisis, à Milan, à Londres, à Paris, à Los Angeles, à Berlin, et pas dans les Apple Store. Voilà, c'était la confirmation de... Alors, choix stratégique ou finalement Apple n'a pas eu le choix parce qu'Apple n'avait pas les quantités? Après, moi, j'avais lu un papier aussi qui était intéressant la semaine dernière, où en fait, dans cet article, il était évoqué que Apple n'a pas d'antécédent sur le marché de la montre, donc ne peut pas vraiment savoir ce qui allait se vendre, parce qu'il y a quand même 38 modèles différents hein, quand on combine les différents coloris, etc. Et donc, ils n'avaient peut-être pas non plus un stock énorme au départ, dans la mesure où ils ne savaient pas quels seraient les modèles qui seraient prisés par les clients. Donc, c'est peut-être aussi pour ça hein, qu'au départ, la distribution, elle est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce qu'ils arrivent sur un marché qui, pour l'instant, qui est nouveau pour eux. Et c'est difficile quand on arrive comme ça sur un marché de savoir à la fois les quantités, les modèles qui vont être choisis, même si j'imagine qu'ils ont fait des études de marché avant, mais après voilà. Et Elie, tu penses qu'Apple a fait un choix ou qu'Apple n'a pas eu le choix en fait? Je pense que ça a été les deux. Hein. Donc d'abord, ils sont très attentifs au modèle. Pour eux, c'est vraiment un nouveau marché. Ils avouent qu'ils connaissent pas. Qui ne savent pas quelle va être la réaction des clients. Et donc, ils sont extrêmement prudents parce que leur image est très importante et ils ne veulent surtout pas la mettre en danger. Donc, ils y vont à très petits pas. À part ça, ils ne diront jamais s'ils avaient assez de stock, s'ils ont eu des problèmes de fabrication les premières semaines, etc. Ça se garde un peu en interne, hein, mais la combinaison des deux et un bon marketing fait ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais, et ils ont créé le buzz en faisant un vrai événement hein, dans ces 6 magasins, 6 points de vente seulement où on pouvait se pointer vendredi matin et repartir avec une Apple Watch sans l'avoir réservée. On n'était pas sûr de ça jusqu'au dernier moment, notamment chez Colette, et ceux qui ont fait la queue, alors ils ont commencé à 15h la veille hein, quand même, pour être sûr d'être parmi les premiers. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Voilà, ils ont tous eu leur Apple Watch. Il y en avait beaucoup ? Bah écoute, c'est pareil. Je crois que le chiffre de 1000 exemplaires a circulé, mais c'était qu'une rumeur. Et selon la police, Camille qui était pour nous chez Colette a appris que en fait Colette allait être livrée plusieurs fois dans la journée vendredi. Mais il ne savait pas quel modèle allait arriver, en quelle quantité, mais il y avait plusieurs livraisons à plusieurs heures de la journée prévues vendredi. Donc bon. Mais moi, c'est un peu ce qui m'a étonné, quoi, c'est que finalement chez Colette, il y a certains qui sont repartis avec une montre qui n'était pas celle qu'ils avaient choisie, mais parce que c'était celle qui était disponible dans le magasin, donc ils ont pris celle-là. Quoi. Voilà, à un moment il fallait peut-être choisir. Hein, Il y a quand même qu'Apple qui peut faire ça, quand même, pour le dire. C'est vrai. C'est vrai. Alors, mon cher Eddy, en ayant 20 minutes de retard, tu t'es privé du plaisir de faire ça, par exemple, vendredi, tu vois. Alors, vous êtes en train de tourner le couteau dans la plaie. Ouais, hein. je sais, c'est vraiment pas sympa. Ellie, raconte-nous ton déballage à toi. Je sais que t'as attendu, t'as pas voulu le faire tout de suite. C'est rigolo parce qu'en plus, je l'ai pas déballé tout de suite. J'ai fait une expérience tantrique, tu sais, où il s'agit de retarder au maximum le moment où, mais tout simplement, c'est parce que je me suis dit que si je la déballais, elle est arrivée à 10h du matin, donc vendredi pour nous c'est une journée un peu compliquée, on a pas mal de boulot. Alors je précise juste, si je la déballe maintenant, ce sont pas tes tatouages qu'on voit. Je ne vais rien faire d'autre de la journée, forcément. Et donc je l'ai laissé. J'avais la boîte tous les yeux sur mon bureau et je l'ai déballé en rentrant à la maison à 19h. Tout le monde m'a pris pour un fou, bien entendu. Moi, le premier. Mais j'ai résisté. Donc, je ne l'ai pas déballé avant pour pouvoir le faire sereinement chez moi, dans une totale zénitude.
Bon, à part ces quelques heures de retard, je pense que l'expérience en valait la peine. Parce que déballer une Apple Watch, vous verrez quand vous aurez les vôtres, c'est une vraie expérience Apple. On a beau le dire et le redire, c'est assez magique. D'abord, le colis qui arrive, il est super bien protégé. 1,4 kg. Donc déjà, on le prend en main, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Bon, on enlève, il y a la super protection. Après, on arrive à la boîte blanche qu'on vient de voir. Avec le plastique, on l'enlève, on arrive à soulever. Il y a une deuxième boîte avec juste 2 petites poignées pour pouvoir la soulever. Donc on la soulève, on voit qu'il y a quelque chose au fond. Donc est-ce qu'on va direct à la montre ou est-ce qu'on regarde les accessoires ? Il y a le petit bouquin, donc on regarde. Et puis une fois qu'on a fait ça, effectivement, on ouvre la boîte et là il y a l'Apple Watch au milieu qui est dans son écrin. Donc on dirait que c'est du velours ou du tissu. Donc en tout cas très très bien présenté, mieux que la Sport Edition en tout cas. Oui, justement, après, on la prend en main, elle démarre. Ouais. Effectivement, ça met une petite 60aine de secondes à démarrer. Ouais. Et puis après, on se rend compte que l'écran il est super lumineux. La montre est très légère, hein, donc une 50aine de grammes. Et puis on fait l'appairage, c'est d'une simplicité déconcertante. Et puis on commence à l'utiliser. Et là, pas mal de petites surprises plutôt agréables. Donc très facile à manipuler, très intuitive. Allez, tu nous montres. Et avec une batterie qui dure beaucoup plus longtemps, même si on va en parler plus en détail. En tout cas, pour mon utilisation personnelle, beaucoup plus longtemps que prévu, puisque je la mets en marche généralement vers entre 7h30 et 8h du matin. Je la mets à mon poignet, je m'en sers tout le temps parce que d'abord je la découvre et ensuite j'ai pas mal de gens qui veulent la voir, donc des questions, etc. Donc je la mets en charge vers minuit et demi, 1h du matin, elle est à 70%. Ah oui. Donc ça veut dire que j'ai utilisé 30% dans la journée. D'accord. Donc honnêtement, je pourrais la charger tous les 3 jours à ce rythme. Ah ouais. Ce qui est plutôt étonnant. Une bonne chose. Alors, j'ai pas écouté de la musique en streaming, en continu, et des choses comme ça, mais honnêtement, le plus fort, je crois que j'avais 59% de batterie disponible. D'accord. Et dis, moi, ce que je voulais te demander, c'est parce que par rapport à l'autonomie, par contre, est-ce que ça ne bouffe pas celle de ton iPhone ? Parce que non. Moi, j'ai vu qu'il y a certains avaient ce problème-là, très surprenant. et à l'inverse, d'autres pas du tout, donc c'est bizarre. Non. Parce que justement, j'ai fait très attention, j'avais l'iPhone à côté, j'ai comparé, et honnêtement, non. Et pourtant, j'ai fait beaucoup de paramétrage sur l'iPhone, puisqu'en fait, on utilise l'application Watch sur l'iPhone pour faire tous les paramétrages, la disposition des icônes à l'écran. L'application propose toute la liste des applications qui ont l'extension Apple Watch. Et donc, on choisit tout simplement lesquelles on veut copier sur l'Apple Watch. Et c'est cette application-là, pas iTunes, qui le fait. Et on peut à tout moment, d'ailleurs, s'il y a une appli qui est pas bien, il suffit de retourner sur son iPhone, de décocher la case et automatiquement il la désinstalle. C'est du temps réel. Ouais. Et c'est plutôt pas mal. Et il y avait vraiment pas mal d'applis. Moi, j'en avais plus d'une centaine. Donc, première réaction, je les ai toutes mises dans la montre. Et puis après, j'ai fait un peu un tri pour garder celles qui sont indispensables. Après, il y a des petits trucs. La première chose, on doit présenter, ou je dois présenter, des demi-excuses à l'équipe de développement. Vous vous rappelez qu'on avait un peu critiqué en disant mais c'est quoi cette bande de développeurs d'Apple qui ont oublié de mettre le Find My Watch, qui fonction de base essentielle. Eh bien, il n'y a pas Find My Watch, il est vrai, pas encore, mais il y a en tout cas Find My Phone. Donc la première chose, et c'est le premier écran de l'Apple Watch quand on va dans les glances, permet de faire sonner l'iPhone. Rappelle-nous ce que c'est que les glances. Au poignet, si vous avez égaré l'iPhone sous une pile de paquets, il le fait sonner. Donc allez, c'est bien. Rappelle-nous, Eddie, rappelle-nous ce que c'est que les glances, les glances, comme disent les Américains. Oui, je vais pouvoir vous le montrer après en quelques secondes. Alors les glances, c'est quand on pousse vers le haut l'écran de l'Apple Watch, en fait, on arrive à certaines applis qui sont préchargées en mémoire et qui permettent, glance voulant dire coup d'œil. Donc, c'est des applis qui sont tout le temps là. Alors, au début, par défaut, toutes les applis essayent, dans leurs paramètres, de dire, voilà, nous, on veut être glance. Donc, en fait, on veut être là. Et après, on se rend compte qu'effectivement, on pousse vers le haut. Donc, on a la première, c'est celle qui permet de mettre le mode veille. Donc, en fait, le mode ne pas déranger, le mode avion, de faire sonner l'iPhone. Tu veux nous montrer ? Et ensuite, en glissant vers la droite. Allez, montre-nous. Oui, donc alors, en fait, ça se passe comme ça. Donc là, on a la montre, on pousse vers le haut.
Et là, par exemple, vous voyez, regardez, il y a le calendrier qui nous dit qu'en ce moment, il y a iWeek. N'est-ce pas merveilleux? Merveilleux. Et donc, en fait, on peut glisser vers le côté. Donc là, on a la température et le climat à Nice. Là, on a le rythme cardiaque. Donc, bon, il essaye de le relever, mais comme elle n'est pas à mon poignet, c'est sûr. il va avoir un peu de mal. Tu risques d'avoir une alerte. Donc, et là, on arrive au premier écran. Voilà. Donc, la première chose que vous voyez là, c'est le mode avion, le mode ne pas déranger qui est à l'heure actuelle enclenché. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que quand on met ne pas déranger ou mode avion sur la montre, ça le met systématiquement, enfin, on peut le régler, mais ça le met automatiquement sur l'iPhone, ce qui est hyper pratique lorsqu'on est en réunion ou autre. Un coup discret sur la montre, hop, on passe en mode ne pas déranger. Et donc ça, c'est plutôt bien. On peut couper la sonnerie, hein, donc le mode mute, et puis le faire sonner l'iPhone qui est là en bas, qui permet de faire sonner son iPhone. Après, si on continue, voilà la batterie. Donc je l'ai démarré ce matin à 7 heures. Il reste 70% de batterie. Donc il y a le mode réserve qui est en bas. Oui, mais t'as pris un modèle survitaminé, toi. Je ne que l'heure, mais bon, avec 70% de batterie, je pense que ça va le faire. Donc là, on continue. Ça, on était passé comme ça. Là, par exemple, il va donner la localisation. Donc ça, c'est Maps. Et qui est assez intelligent parce que là, il est en train de charger l'endroit. Donc, à l'instant où on est, il me dit où je suis. Mais si c'est le matin, au moment où je vais partir au bureau, ou si c'est le soir, quand je vais rentrer à la maison, comme l'iPhone a l'habitude, il va me dire, pour rentrer chez vous, il vous faut 18 minutes avec la circulation actuelle. Donc, il le propose par défaut, donc ça, c'est rigolo. Et si on continue les autres glances, là, ça permet de... C'est celle que j'ai choisie moi. Hein. Donc là, ça permet de piloter la musique de son iPhone. Et directement, quand on est en play, si on laisse le doigt appuyé, ça permet de choisir AirPlay, donc les haut-parleurs distants qu'on veut piloter. Donc, c'est super pratique de faire ça. Et puis, je crois que dans mes glances, voilà le rythme d'activité physique. Alors, il y a différents trucs qui sont rigolos. Le grand cercle extérieur, c'est le nombre de calories par rapport à l'objectif que j'ai fixé à la montre. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, dans la journée, j'ai presque atteint mon objectif de bouger. Pardon, je remets. Le cercle intérieur, c'est le nombre de fois où je me suis levé quand la montre m'a dit qu'au bout d'une heure, il faut se lever et faire quelques pas parce que sinon, on risque de graves maladies à terme. Et donc ça, systématiquement, je le fais, c'est nouveau. Et toutes les heures, la montre me rappelle qu'il faut que je fasse un petit tour. Donc ça, c'est sympa. Et le petit cercle au milieu vert, là, la montre me laisse pas le choix. Elle me dit, il faut faire de l'activité physique, donc un système de training. Et moi, je déteste ça. Donc j'ai dit, j'en veux pas. Ben, elle me le met quand même. Et là, elle me dit qu'en fait, j'ai pas fait de gros efforts aujourd'hui. Donc bon, ça, c'est... Voilà, donc ça c'est les glances, mais il peut y en avoir plein d'autres. Je peux mettre Twitter en glance, je peux mettre Facebook Groups, je peux mettre plein d'autres choses, mais à un moment donné, j'ai mis là les trucs essentiels pour moi aujourd'hui. Élie, alors on va revenir à ton Apple Watch, mais premier sentiment sur la qualité du boîtier et de l'écran. Un mot de l'écran d'abord, donc tu as une Apple Watch, hein, toi ? Oui. Oui. Donc, cristal de saphir pour le matériau qui recouvre l'écran. Oui. On a vu les super pros de Consumer Reports qui sont généralement pas tendres avec les produits Apple et qui les passent vraiment à la moulinette, faire des tests très très poussés sur la résistance du cristal de saphir et ils n'ont pas réussi à le rayer. Hein. Absolument. Il y a même eu un test parce qu'il y avait un débat quand même qui disait oui, mais Apple utilise un alliage spécial, c'est pas du vrai cristal de saphir. Tu as une autre vidéo où il y a quelqu'un qui a pris un détecteur qui est utilisé dans la bijouterie pour détecter en fait le diamant et le saphir et qui a soumis l'Apple Watch, une montre Tissot, un iPhone et un troisième appareil à ce détecteur qui va coûter une blinde et qui a conclu, mais on le voit très bien dans la vidéo parce qu'il a dit bon, j'en ai marre du débat, je vais vous prouver ce qu'il en est. Et en fait, l'Apple Watch utilise vraiment du saphire tel qu'utilisé aujourd'hui dans la joaillerie. Alors je disais une bêtise parce qu'on a vu un écran rayé, mais c'était une Apple Watch Sport, donc c'est le seul modèle qui n'est pas en cristal de saphir, mais on est quand même sur un matériau quand même plus résistant que la moyenne pour un écran standard, on va dire. Voilà, et il n'y a qu'un défaut apparemment.
puisqu'il y a maintenant toutes les études qui commencent à sortir. L'inconvénient de cette résistance, c'est que il y a un peu plus de reflets que dans la montre sport, et donc il y a un des sites qui font tous les tests qui disent si vous voulez une montre que vous utilisez tout le temps à l'extérieur, prenez un modèle sport parce qu'il y a moins de reflets. Mais bon, ceci dit, des reflets, c'est peut-être pour les grands sportifs qui sont tout le temps dehors. Moi, je préfère le saphir, c'était un choix. Mais je comprends que le verre ion tel qu'il est utilisé dans l'iPhone a un tout petit peu moins de reflets. Ouais, alors, tu devines pourquoi je te montre cette vidéo. Est-ce que tu as déjà quelques éraflures sur le boîtier de ton Apple Watch, Elie? Du tout. Je pense que y a des gens qui ont dû la soumettre à la torture, ou alors je ne sais pas le genre de bracelet qu'ils portent en plus de l'Apple Watch. Ouais. La mienne, elle est nickel. Non, pas la moindre rayure. Je l'ai regardé de près après avoir vu tout ça. Ouais. Bon alors. Si vous faites de polish et c'est reparti. Voilà, si vous faites de petites rayures, voilà, cette vidéo vous montre qu'avec un petit coup de polish à 5 ou 10... On va faire un peu de téléachat, non? Voilà, exactement. Un petit coup de polish à 5 ou 10 euros et vous pouvez apparemment, effectivement, effacer ces micro-sillons, hein, parce que si vraiment vous l'attaquez avec à la perceuse ou avec une pointe très très dure, le polish suffira pas à rattraper le coup, évidemment, mais voilà, il y a quand même... Non, ça rattrape les traces de clés. Mais du coup, voilà. je me demande comment va se comporter l'Apple Watch Sport, qui normalement est censé être utilisé dans des situations plus extrêmes. Carrément. Puisque un des choix qui ont fait que j'ai pris de l'acier inoxydable, c'est parce que l'aluminium, qui est le matériau de base de la Watch Sport, se raye plus facilement que l'acier inoxydable. On le voit dans les portables et autres produits Apple. L'aluminium se raye facilement. Ouais. Donc, mais je pense je sais pas. Je pense qu'avec l'Apple Watch, il y aura pas mal de contrats Apple Care souscrits justement. Je lisais ça très récemment. Donc l'Apple Watch est souvent couplé au moment de l'achat avec une garantie Apple Care. Et moi, le premier d'ailleurs, alors que j'ai tendance à pas forcément souscrire ce genre de contrat, pour l'Apple Watch, je réfléchis quand même. Alors, on a 60 jours, je crois, après achat. Il m'a semblé lire que les éraflures et le vieillissement le vieillissement normal des bracelets ne serait pas pris en charge dans le cadre d'Apple Care. Non, je pense pas. Pas encore les détails, en tout cas. Voilà. Donc, si tu l'as pris pour ça, je suis pas sûr que ça sert à... Pas pour ça, mais parce qu'une montre plus qu'un smartphone, c'est quand même un objet qui est soumis au risque toute la journée, hein, et donc j'en ai cassé par le passé des montres. Donc c'est aussi pour cette raison. Autant j'ai jamais fait tomber de smartphone et jusqu'à présent, autant des montres j'en ai déjà cassé. Donc et c'est pour cette raison que je vais souscrire à ce type de contrat. Et si j'ai bien compris, il y a pas mal de clients qui souscrivent à ce genre de contrat en même temps qu'ils achètent une Apple Watch. Ouais. Bon, il y a une autre vidéo qui est... Voilà. C'est presque drôle finalement, parce que l'idée c'est de transformer à peu de frais une Apple Watch Sport en Apple Watch Édition, sans casquer 11 000 ou 18 000 $ ou euros. La solution est assez simple finalement, hein. Vous le feriez ça? Non. Bon, vous le voyez venir le coup, hein. Donc il est en train de mettre de masquer l'écran et le dos avec les capteurs de l'Apple Watch Sport, qui était un modèle d'ailleurs gris sidéral, hein, celui que tu as commandé. Celui-là même, oui. Mais voilà. Je pense pas lui infliger le même traitement par contre. Voilà, donc un petit coup de peinture or. Hein. Alors évidemment, il faut faire les deux côtés, sinon ça fait pas sérieux. Il faut disparaître aussi la mention à l'arrière. Hein. Exactement, ainsi que le numéro de série. Donc là, il vient de perdre la garantie. C'est vrai. C'est pas très malin. C'est tout à fait exact. En tout cas, sans compter que la peinture bave un peu, j'ai l'impression sur l'écran. Ah forcément un petit peu, mais regarde, une fois qu'il a reconstitué, honnêtement. Ça fait une fusion. Bon, il a la boucle d'oreille qui va avec et tout, et le sourire. Mais honnêtement, c'est pas mal. Il fallait oser. Bon, ça fait quand même toujours mal au cœur de voir ces produits qui sont quand même un peu malmenés, alors que nous qui sommes si purs, si chastes, nous n'avons pas encore réussi à nous les procurer. J'ai pas encore vu l'Apple Watch passer dans le mixeur, non? Si, ils l'ont fait. J'ai pas vu ça.
Je l'ai raté alors la vidéo. Ouais, c'est sorti hier. Ah d'accord. Et ils ont dit qu'effectivement elle passe, elle est mixée. Il y a marqué The Apple Watch Blends. Elle passe dans le mixeur, d'accord. Et Ellie, toi qui as commencé à jouer et à te servir de la tienne, tu as attiré aussi notre attention sur les premiers trucs et astuces sur l'Apple Watch qui commencent à sortir et qui n'étaient pas forcément documentés ou connus jusqu'à ces derniers jours. Qu'est-ce que tu as trouvé? Des petits raccourcis, le fait de cliquer 2 fois sur la Digital Crown pour passer d'une appli à l'autre. Ouais. Ben, ça, je n'ai pas remarqué. Bon, utiliser Siri, oui, parce que c'est pratique, évidemment. Et il y en a d'autres. Donc, c'est une vidéo que je vous recommande si vous avez une Apple Watch parce que ça explique pas mal de petites astuces. Je l'ai pas encore regardé entièrement parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Bon, il explique comment utiliser l'iPhone pour faire un certain nombre de réglages. Et c'est vrai que certaines applis s'appuient sur l'iPhone. Et c'est plutôt pas mal. Bon, les applis sont assez étonnantes et on s'en sert un peu tout de suite. Première expérience d'Apple Watch, mais c'est ça qui est rigolo. Je suis allé au cinéma samedi voir évidemment le nouvel Avengers que je vous conseille à tous, qui est une tuerie. C'est bien comme film. Ouais. Et donc, en arrivant à la salle Gaumont, mon passbook avait mis ma place de cinéma dans la montre. Alors évidemment, il y avait les gens avec le smartphone, etc. Et puis moi, je suis arrivé avec mon Apple Watch, j'ai tendu mon poignet et le monsieur a mis son scanner et clac, c'est passé du premier coup. Il a dit mais c'est une Apple Watch. Et du coup, il y avait les gens autour qui regardaient et tout. J'ai failli faire une démo improvisée en pleine attente, mais je voulais plutôt voir le film. D'accord. Donc ça marche. Ouais, honnêtement, première impression au bout de quelques jours. Ouais. Et c'est ça la magie d'Apple. T'arrives à te demander, mais comment je faisais avant Comment je faisais avant d'avoir ça au poignet? Comme on s'est tous dit avec les smartphones, mais comment on faisait avant? Et comme on s'était dit avant Internet, mais comment on faisait sans Internet? Eh bien, je pense que dans quelques mois, les utilisateurs vont se dire, mais c'est devenu tellement naturel comme utilisation et ça aide tellement. Alors évidemment, toutes les choses que fait l'Apple Watch, l'iPhone les fait, mais c'est tellement plus facile de l'avoir à son poignet. Moi, je reçois des coups de fil toute la journée, je reçois des messages, des tweets, et à chaque fois, le petit geste de la montre, parce que toutes les notifications arrivent à votre poignet, c'est une sérénité. Moi, je trouve ça extraordinaire. Qu'est-ce qui finalement est le plus pratique dans la journée, maintenant que tu as l'Apple Watch au poignet, par rapport à il y a une semaine où tu l'avais pas encore? C'est ça, c'est les petits gestes quotidiens, c'est les petites notifications. On reçoit un coup de fil, on ne sait pas si c'est important. Lorsqu'on est dans une réunion, c'est très discret. On jette un tout petit coup d'œil à son poignet. Discrètement, on peut renvoyer sur messagerie. Ou alors, si c'est vraiment important, on peut le prendre ou on peut renvoyer un message en disant « je te rappelle ». Donc ça, c'est vraiment pratique. Et puis, certaines notifications, certains tweets qui arrivent toute la journée, ça permet de se faire des petites notes dans sa tête en disant « tiens, là, il faut vraiment que j'aille voir parce que c'est important, ou il y a telle info qui est sortie. » On reçoit des infos, je sais pas, du Monde, sur le tremblement de terre au Népal, des petits trucs comme ça. C'est de l'info rapide, continue et pas dérangeante. Et ça, je trouve ça, dans l'univers où nous vivons, je trouve que c'est vraiment pratique. D'accord, alors il nous reste 5-6 minutes pour continuer et finir de passer en vue l'actu de l'Apple Watch qui est donc sorti vendredi dernier. Tu disais, toi, de ton point de vue, Ellie, 500 applis disponibles, c'est ça? Oui, c'est celle que j'ai vue moi. En fait, c'est très facile parce que pour l'instant, Apple n'a pas documenté. Mais quand vous allez sur l'iTunes Store et que vous êtes en Apps, vous tapez Apple Watch, il sort immédiatement une liste avec un raccourci sur le côté où il y a marqué Apple Watch Apps. Et comme il y a 9 icônes sur une ligne, j'ai compté le nombre de lignes et je suis arrivé à 508 ce matin. Ça, c'est sur l'Apple Store français. Et c'est le nombre d'apps classés par Apple dans la catégorie Apple Watch Apps. Voilà. On est, je crois, sur un total de 3500 applis qui sont dans les tuyaux en tout cas. Oui.
Donc ça va. Puis taper sur 1000 au Tout pas départ. approuvé encore, mais je pense que tous les jours, quand on fait des mises à jour, on en voit des nouvelles arriver. Alors l'Apple Watch qui n'est toujours pas disponible en Suisse, on se souvient de cette marque déposée, et en Belgique, apparemment elle arrive. Tim Cook a parlé de la fin juin, ça pourrait apparemment encore bouger de quelques semaines, mais en tout cas c'est a priori pour cet été. Hein. Ouais, Apple a sorti son chéquier. Italie, Espagne aussi, tu disais? Ouais. T'es dit qui sera dans la liste, il y aura Italie, Espagne, Belgique, et peut-être la Suisse, mais la Suisse, voilà, on sait que c'est un peu compliqué. Ouais. Bon, il va falloir. C'est une histoire d'argent. Ce n'est qu'une histoire d'argent, évidemment. Il va falloir entre-temps quand même livrer tous ceux qui ont commandé. Oui. Je pense qu'au fur et à mesure, la production va se rationaliser parce qu'Apple, tous les jours, recueille des statistiques sur les commandes. Donc, ils savent quels sont les modèles les plus demandés. Ils commencent à savoir quels sont les bracelets les plus demandés. Et ils vont ajuster les productions dans les usines. Ils vont commencer à stocker les modèles qui sont vendus le plus. Et donc, la situation va se normaliser courant de l'été. Je pense que ceux qui ont eu comme message livraison en juillet ou août, bon, ils risquent de l'avoir fin juin, début juillet. Mais en tout cas, ça va s'accélérer. D'ailleurs, là, pour ceux qui l'ont précommandé, je voyais tout à l'heure, aux États-Unis, pour l'instant, il n'y a que 22% des gens qui l'ont précommandé qui l'ont reçu. C'est ça. Absolument. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que je disais qu'il fallait d'abord qu'Apple rattrape son retard, enfin pas son retard, mais en tout cas honore les commandes. Honore les commandes qui ont déjà été passées. Absolument. Oui, là vous avez la vidéo du testeur, donc vous allez voir l'appareil de test qui est extraordinaire et qui prouve que l'Apple Watch est une vraie montre avec un vrai cristal saphir. Voilà. Il est assez rigolo d'ailleurs ce monsieur sur sa chaîne YouTube, il poste toute une série de vidéos qui sont assez rigolotes. Il a posté aussi un des déballages de l'Apple Watch les plus rigolos. Voilà, donc à voir sur YouTube. J'ai plus le nom en tête de ce YouTuber qui effectivement a fait une comparaison. Hein. En plus, à gauche, c'est la LG G Watch R, si je me trompe pas. Et là, la Tissot, en fait, il montre qu'il y a marqué cristal saphir. Donc, ils l'écrivent. Hein, donc, il dit, ben voilà, ça, c'est une vraie de vraie. Il est allé l'acheter spécialement pour faire le test. C'est la vidéo dont tu nous parlais tout à l'heure. Exactement. Vous allez voir quand il va, je ne sais pas si tu avances un peu, parce que la vidéo elle dure 2 minutes et demie, je crois. Il va utiliser son détecteur qui est là à gauche et qui va mettre en ligne. Et il va tester sur les 4 produits. Et évidemment, 2 d'entre eux ne réagiront pas du tout. Parce que c'est du verre, le verre n'est pas conducteur. Le voilà. Et les 2 autres, donc la montre Tissot et l'Apple Watch, vont réagir. Le truc va aller jusqu'au 8. Et d'ailleurs, l'Apple Watch réagit même un tout petit peu plus que la Tissot. Donc, comme quoi, c'est vraiment... hein, parce qu'en fait, il la tient d'une main, il faut que ça soit conducteur. Donc, il faut que d'un côté, il tienne la montre, de l'autre, le détecteur, où il y a un connecteur qui doit toucher la paume de sa main. Et avec ça, ça teste la conductivité d'une main à l'autre. Et voilà, il va montrer. Et c'est assez rigolo parce que pour lui, c'est une preuve irréfutable. En plus, il y a une sensibilité du détecteur qui est utilisée par les plus grands joailliers pour tester la pureté des diamants. Donc, c'est vraiment sensible, hein, parce que là, avec ces tests-là, il s'engage sur des sommes et sur des valorisations de pierres précieuses qui doivent coûter des fortunes. Très, très cher. Bon, et ben voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup, Eddy, Teddy et Ellie. Le trio. Teddy, tu nous as pas dit, toi, t'as pas commandé d'Apple Watch? Non, pas encore. Non. T'attends la V2 ou? Pardon? Tu attends la V2? Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi, je me précipite jamais trop sur les produits Apple quand ils sortent. J'attends plutôt les V2. Il n'y a que pour l'iPad où je crois que j'avais craqué pour le tout premier. Mais autrement, mon premier iPhone, c'était un 3GS. Donc, j'ai vraiment tardé. T'as pris ton temps. Ouais, voilà, et donc j'attends la V2. Déjà, c'est vrai qu'au départ, moi, ce que je voulais voir aussi, c'était ce que les développeurs allaient en faire. Donc, on commence à avoir des réponses, et c'est intéressant d'ailleurs. Et je pense que c'est un produit qui va évoluer de manière vraiment... Enfin, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer.
ça que je veux dire. Eh ben, on va suivre ça avec toi, Teddy. Merci beaucoup d'avoir participé à iWeek. Bonne soirée à vous trois. Merci à vous qui nous avez suivis, comme tous les mardis soirs, 20h, 21h, en direct sur Watch TV. N'oubliez pas le hashtag iWeekTV pour nous envoyer vos réactions, vos questions et vos messages, y compris après la première diffusion de l'émission en direct. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. Salut à tous et à mardi prochain. Ciao.